Bien, bonjour à tous, à toutes. Un salut lointain à ceux qui sont à distance. Alors, ce nouveau rendez-vous, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce sera pour moi l'occasion d'échanger avec vous, de vous raconter déjà, tout simplement de commencer par vous raconter des histoires, de vous raconter une histoire sur un événement historique ou des personnages historiques ou des situations qu'ont vécu certains personnages. Et de voir ensuite, d'échanger avec vous sur ce que ça vous inspire. Ça n'est pas un cours d'histoire, c'est vraiment une occasion de s'interroger sur des situations humaines, des situations qu'elles soient glorieuses ou pathétiques, ou parfois les deux à la fois, et qu'on échange ensuite, et puis surtout, l'objectif est de vous faire passer un bon moment. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, vous connaissez certainement l'illustration de cette histoire. Vous connaissez certainement, pour l'avoir vu peut-être véritablement, ou en tout cas en reproduction, ce célèbre tableau. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire qui se cache derrière ce tableau? Cette histoire, elle est absolument terrible. Elle est vraiment tragique et épouvantable. Et à l'origine de cette histoire, c'est une énorme erreur de casting. Aujourd'hui, on dirait une erreur de management, ou vraiment une faute de recrutement, qui a plongé, qu'à de le dire, 149 hommes et une femme dans une traversée de l'enfer qui va durer une douzaine de jours. Mais je vais revenir déjà à la genèse. Alors, nous sommes en France en juin 1816. Bonjour, bonjour, bienvenue. Et nous sommes sous le régime, c'est au moment de la seconde restauration. Alors pourquoi la seconde? Parce qu'il y en a eu une première restauration. Cette restauration, elle a fait suite à l'abdication de Napoléon Ier, qui a abdiqué à Fontainebleau, donc les fameux alliés de Fontainebleau en 1814, qui est parti pour un premier exil à l'île d'Elbe, et qui a donné lieu donc au retour des Bourbons sur le trône, au retour de la monarchie sur le trône, cette monarchie qui revient après la Révolution et après la période de l'Empire. Donc Louis XVIII, un des frères de Louis XVI, arrive sur le trône. Et puis, la chose que personne n'attendait, Bonaparte revient. En mars 1815, il débarque au golfe Juan. C'est ce qu'on appelle la période des 100 jours. À l'issue de ces 100 jours, il y a la dramatique bataille, enfin dramatique, pas pour les Anglais, mais pour nous, la dramatique défaite de Waterloo. Et là, vraiment, pour le coup, c'est la chute de l'Empire. Napoléon part pour son exil définitif, cette fois-ci, à Sainte-Hélène. Alors, à ce moment-là, donc, arrive la deuxième restauration. Louis XVIII, qui était reparti en exil, revient en France pour remonter sur le trône. Alors, quelle est la position de la France en Europe à ce moment-là? Elle n'est pas brillante, la position de la France. Parce qu'après la chute de l'Empire, le Congrès de Vienne rebat les cartes des relations des pays, entre les pays européens. Et la France, on a un peu l'intention de se la manger aux petits oignons, parce que les campagnes napoléoniennes ont changé, ont bouleversé un petit peu la donne. La France n'est pas en odeur de sainteté. Et il est question donc de contenir la France, qui est perçue comme une menace au sein de l'Europe. Alors il faut savoir que donc c'est une coalition formée de la Prusse, de l'Autriche, de l'Angleterre, Prusse, Autriche, Angleterre et Russie, donc en fait en gros les anciens ennemis de l'Empire, hein, qui mène la cadence et qui impose à la France le retour de la monarchie. C'est pour ça qu'on a pu dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, que Louis XVIII est revenu dans les valises de l'étranger. Donc, la France n'est pas en très bonne posture. Elle doit à cette coalition, figurez-vous, de verser une légère indemnité de 700 millions de francs de l'époque. Ça rappelle un peu le principe du traité de Versailles un peu après, vous voyez, enfin longtemps après. Et puis, on impose à la France de revenir à ses frontières d'avant la Révolution, c'est-à-dire on perd les acquisitions, si je puis dire, des guerres napoléoniennes. On repère la Rhénanie, la Belgique, la Savoie, donc des territoires qui avaient été conquis par... voilà. Donc, la position de la France, elle est celle-là. Alors,
Il y a un roi sur le trône, certes, et pour autant, on n'est pas revenu complètement sous la monarchie absolue. J'ai oublié de vous dire aussi un petit détail, c'est que la France est occupée. Quand on dit la France est occupée, on pense à la France des années 40. Eh ben, en 1816, la France est occupée par 150 000 soldats sur à peu près 58 départements de cette coalition, donc russo-prusso, anglo-autrichienne. Donc, on est occupé. Alors, il y a ce roi sur le trône, mais on n'est plus, comme je vous l'ai dit, on n'est plus sous Louis XIV. Malgré tout, il y a quand même eu la Révolution, il y a eu l'Empire. Et on est, pour faire court, si vous voulez, entre un régime monarchique et un régime qui n'est pas encore complètement une monarchie parlementaire, une monarchie constitutionnelle, comme on le verra plus tard sous Louis-Philippe. Mais pour autant, il y a quand même un début de ce genre de choses. Le roi accorde au peuple une charte, pas une constitution. Constitution, le vilain mot, ça sent un peu trop la Révolution. Mais une charte, c'est un texte de compromis, si vous voulez, qui conserve pas mal d'acquis de la Révolution, comme l'égalité des citoyens devant la loi, la liberté de la presse, l'abolition des privilèges, ça on ne revient plus là-dessus. Donc c'est une sorte de monarchie limitée. Alors il y a une chambre des pairs. Alors cette chambre des pairs, c'est Louis XVIII qui l'a choisie et qui nomme les pairs. Donc autant vous dire que c'est plutôt des royalistes, voire des ultra-royalistes. Au dire de Louis XVIII lui-même, il y en a même qui sont plus royalistes que le roi. Ce qu'on appelle les ultras, à la tête desquels il y a son frère, le comte d'Artois, le futur Charles X. Alors, il y a une chambre des pairs, donc majorité ultra-royaliste, ils sont nommés, c'est héréditaire, là, ça sent un petit peu quand même l'ancien régime. Et puis, il y a une chambre des députés nommée par le peuple, parce que figurez-vous qu'on vote maintenant en France, bah oui, on vote, il y a eu la Révolution quand même, hein. Alors on vote, pas tout le monde, hein. Bon. On est sous un régime de suffrage censitaire, c'est-à-dire que votent qui? Les hommes, évidemment, uniquement, d'au moins 30 ans, pouvant se prévaloir d'un certain patrimoine foncier, pouvant prouver qu'ils versent aux impôts au moins 300 francs d'impôts. Bon, autant vous dire qu'en gros, ça fait environ un électeur sur 300 habitants. En gros, 98% de la population est exclue de ce vote, hein. Donc, on vote, mais calmons-nous, hein. C'est pas encore le suffrage universel. Alors, on n'est plus sous la monarchie absolue, on est ça pose les jalons, les prémices d'un régime parlementaire. Alors, je vous l'ai dit, la France n'est pas dans une situation brillante au niveau de l'Europe. Là, en gros, on a cassé les pieds à tout le monde avec les guerres napoléoniennes pendant 15 ans, donc le congrès de Vienne nous calme un peu. Je ne rentre pas dans les détails du congrès de Vienne, mais tout de même, dans une volonté de redéfinir sa place dans le concert des nations européennes, la France s'engage dans une politique de reconquête coloniale. Puisqu'elle a plus trop son mot à dire à l'intérieur, c'est compliqué, du moins au sein de l'Europe, eh bien, Louis XVIII a comme objectif de récupérer les comptoirs coloniaux du Sénégal que les Anglais nous ont subtilisés pendant les guerres napoléoniennes, en 1809, je crois. Alors, ces comptoirs du Sénégal, on les récupère, mais d'une manière totalement légale, hein. Une clause du traité de Paris qui fait que on peut récupérer ces comptoirs coloniaux, cette colonie du Sénégal. L'objectif de Louis XVIII, s'il ne peut pas affirmer sa présence pour le moment au sein de l'Europe, il la affirmera en Afrique. Et c'est donc dans cette optique que le 17 juin 1816 part de l'île d'Aix une escouade de 4 navires. Il y a là l'Argus, l'Écho, la Loire et la Méduse. Merci, il y en a un qui suit, merci. Oh, vous aviez des indices, mais bon. Alors, oui, donc ça résume un peu. Donc, seconde restauration, ça je vous l'ai dit. Si vous voulez les planches, je pourrais vous les fournir sur demande. Donc la méduse, cette méduse, c'est le fleuron de la marine française.
C'est un bateau ultra moderne, doté de tous les équipements modernes de l'époque. Elle est assez récente, elle a été mise en service en 1810, on est en 1816. Bonjour Hervé. Là voilà la Méduse. Comme dit la chanson, c'est un fameux trois-mâts. Voilà. Je ne sais pas si de ce côté-là, vous voyez bien, mais voilà à quoi ressemble la Méduse. C'est donc le fleuron de la marine française et c'est le navire amiral de cette expédition. Et il y a environ 400 personnes à bord, selon les sources, ça va entre 395 et 400. Allez, disons 400. Et parmi ces 400 personnes, tous les gens qui sont censés aller faire vivre cette colonie du Sénégal. Il y a le gouverneur de la colonie et sa famille, il y a des officiers, il y a des soldats, le personnel administratif, il y a des ingénieurs, des maçons, des curés, des enseignants, des pharmaciens, des chirurgiens, des ouvriers, des femmes et des enfants, bref, tout un contingent destiné à faire vivre cette colonie. Et cette Méduse, il faut bien quelqu'un pour la commander. Et c'est là qu'intervient la genèse du drame qui va suivre. Là, quand on parle d'erreur de recrutement, en voilà une belle. Alors, je vous présente donc le vicomte Hugues du Roy de Chaumareix, que pour plus de facilité, je nommerai ensuite Chaumareix, ça ira plus vite. Qui est-il, cet homme? Alors d'abord, il faut savoir que, vous savez, par les retours de balancier politiques assez fréquents, au moment de la chute de l'Empire, les commandements militaires et maritimes ont été purgés de tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à des bonapartistes. Pensez bien que là, ça, c'est plus la mode du tout. Donc, les postes clés sont de nouveau occupés par des nobles qui souvent ont fui pendant la Révolution et sont revenus. Sont revenus donc au moment de la Restauration. Alors, qui est-il, ce Chaumareix? Il est ce qu'on appelle un rentrant. Un rentrant, c'est donc un noble qui a fui pendant la Révolution et qui est revenu aux France donc au moment de cette Restauration. Alors, à partir de 1815, et tout ça par décret royal, tous les gradés de marine, des nobles dans la quasi-totalité, sont rentrés dans la jouissance de tous leurs biens, qui pour certains avaient été spoliés, mais, petit bonus de retour, ont obtenu un grade supérieur, par décret royal, à celui qu'ils avaient en partant. Ce qui, entre nous, met une ambiance assez particulière dans les états-majors, parce que d'autres sont privés de ce type de promotion, mais ils sont pas nés, ils sont pas bien nés, on va dire. Alors Chaumareix était en exil depuis 1790 finalement, et quand il revient, il n'a pas mis les pieds sur un bateau depuis un quart de siècle, enfin en tout cas pour le commander. Donc Monsieur de Chaumareix n'est plus du tout au fait des normes de navigation, au fait de la modernité qui règne sur les bateaux, sur les bateaux récents. Je vous rappelle que la Méduse date de 5 ans avant, elle date de 1810. Eh bien pourquoi lui, me direz-vous? Il y a tellement de gens compétents, pourquoi lui? Déjà pour les raisons que je viens d'évoquer, il est tout sauf bonapartiste, ça on avait bien compris. Alors, ça je vous l'ai dit, donc... Bon, disons-le clairement, c'est un pistonné, Monsieur de Chaumareix. Alors, pistonné, à la limite, pourquoi pas? Il y a des gens pistonnés tout à fait compétents. Il est pistonné pourquoi? Parce que son oncle est un proche du comte d'Artois. Le comte d'Artois, c'est le frère de Louis XVIII, le futur Charles X. Les trois frères, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Voilà. Donc, il est un petit peu pistonné, disons-le, mais bon, à la limite, pourquoi pas? À cette époque-là, on ne confie plus le commandement d'un tel navire à des gens qui ont dépassé la cinquantaine. Il ment sur son âge, il en a 53. Bon. Et dernière chose, il entretient avec ce que Rabelais appelait la dive bouteille des relations très très étroites. En gros, il est clairement alcoolique. Là, ça commence quand même à faire un peu beaucoup.
Alors disons-le, dès le départ, l'atmosphère à bord, les relations entre le commandement et ses seconds, il a des seconds, mais eux qui sont parfaitement compétents en revanche, hein, sont des marins parfaitement aguerris et compétents. Ces relations, elles tournent vite au vinaigre. Et ça, tout ça devient très très tendu, d'autant plus qu'on s'aperçoit que M. Chaumaret a presque tout oublié des règles de navigation et qu'il ne sait pas faire le point. Vous avouerez que pour un commandant de navire, là on commence à rentrer dans ce qui s'appelle vraiment la grosse gênance, comme disent les jeunes. Hein. Là ça commence à être quand même un gros souci. Il confond le nom des voiles. Bon. Et puis je l'ai dit, voilà, il est sous l'emprise de boissons quand même plus ou moins fermentées quasiment tous les jours. Alors, puis pour couronner le tout, parce que ça c'était pas suffisant, il écoute personne, Chaumaret. Il a raison, Chaumaret, il se trompe jamais. C'est lui qui a raison. Donc il n'écoute personne. Et il n'écoute surtout pas ses seconds, qui eux sont totalement aguerris, sont très compétents. Et il ne les écoute surtout pas alors qu'on approche des côtes africaines. Bon, alors avec un léger départ, parce que M. Chaumaret s'est trompé de quelques degrés dans ses calculs et qu'on n'est pas du tout sur la route prévue et qu'il a fait une erreur d'environ une centaine de kilomètres. Je sais bien qu'on ne dit pas des kilomètres en mer, mais en miles, je ne sais pas ce que ça fait. Et alors on s'approche des côtes et d'une zone que les marins du moment connaissent bien. Et on lui dit, non, là, il faut se détourner, parce que si on veut arriver sain et sauf sur les côtes du Sénégal, il faut faire un détour. Ça va prendre plus longtemps, mais c'est pas grave, on arrivera. Non, 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 hors de question, on ne détourne pas. De toute façon, je veux arriver très vite. Et puis cette zone, je la connais bien, on l'a dépassée. Et puis d'ailleurs, tiens, on va fêter ça. Et il organise une fête, une beuverie. Enfin bon, tout le monde est consterné. Une beuverie avec des proches, parce que les marins à côté se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'à de le dire. Et il décide d'accélérer la cadence, ce qui fait que la Méduse, qui était partie avec 3 autres bateaux, les règles de navigation, en tout cas sur le moment, exigent qu'on s'aligne sur le bateau le plus lent. Alors la Méduse, c'est la plus rapide. Il, si j'ose dire, quitte le peloton et il fonce droit. Il fait foncer droit devant. Et qu'est-ce qu'il y a devant? Plutôt déjà, les bateaux derrière ne comprennent pas ce qui se passe. L'Écho, l'Argus, la Loire ne comprennent pas. L'Écho va envoyer des fusées de détresse, va faire des signaux avec des fanions, des fanaux. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi la Méduse pique des deux comme ça, droit vers la catastrophe? Rien à faire. Chaumaret n'écoute personne. Il est persuadé, lui, qu'il l'a dépassé, la zone dangereuse. Tout va bien. Alors des marins disent, on va quand même sonder la profondeur là, parce que Chaumaret dit, non, j'interdis qu'on sonde la profondeur, puisque je vous dis que tout va bien. Alors dans son dos quand même, il y a des marins qui sondent, et puis qui s'aperçoivent qu'on est à 40 brassées, et puis 35 brassées, puis 30, puis 25, puis 10, et puis 12, et puis 10. Ce qui fait que le 2 juillet environ, ils sont partis le 17 juin, le 2 juillet environ, aux environs de 15 heures, M. Chaumaret réussit l'exploit incroyable par un soleil de plomb, pas un poil de vent, une mer d'huile, de faire échouer la Méduse sur un banc de sable par 5 mètres de profondeur. 5 mètres de profondeur. Alors pour ceux qui aiment les métaphores et les symboles, il faut savoir que la Méduse, pourquoi on l'a appelée comme ça n'a rien à voir avec le mollusque marin qui brûle et qui pique. La Méduse est une des 3 gorgones de la mythologie grecque. Et elle avait le pouvoir, figurez-vous, de figer sur place ceux qui avaient le malheur de croiser son regard. Pour le coup, c'est elle qui est figée. Alors là, mais bien. Alors elle est intacte. Elle est complètement intacte, simplement elle ne bouge plus. Elle est ensablée dans 5 mètres de profondeur. Alors, à bord, c'est la consternation, évidemment. Alors on tente de la désensabler, la Méduse, en jetant par-dessus bord tout ce qui peut être jeté. Et puis tout à coup, quelqu'un a la bonne idée de dire, écoutez, non, là, il n'y a pas 36 solutions, il faut larguer les canons. Il y a 44 canons sur la Méduse. 40, vous imaginez ce que ça peut peser.
on a trouvé, il faut larguer les canons. Et Chaumaré dit non, hors de question, ce serait un crime de lèse-majesté, ça. Fort à parier qu'à l'endroit où il se trouvait au même moment, Louis XVIII n'a pas grand-chose à faire des canons de la Méduse. Bon, mais on ne touche pas aux canons de la Méduse. Alors là, l'atmosphère est carrément délétère, et je vous cite un passage du témoignage de deux rescapés par lesquels on connaît l'histoire. J'ai oublié de vous montrer le livre, je vous le montrerai tout à l'heure. On ne sut prendre aucune décision. Le défaut de confiance dans les chefs amena à l'indiscipline. Et oui. Les officiers, bien que conscients de l'incompétence manifeste de leur capitaine, se trouvaient contraints d'obéir aux ordres insensés qu'il donnait. La mutinerie menaçait à chaque instant, tant le désordre régnait à bord. Bref, les soldats commencent à se saouler, en même temps l'exemple vient de haut, et des bagarres éclatent. Alors le 3 juillet, à l'initiative du futur gouverneur de la colonie, qui s'appelle un certain monsieur Schmalz, alors lui, il n'est absolument pas marin, mais pour une raison qu'on ignore, c'est le seul que Chaumaré écoute. On ne sait pas pourquoi. Hein. Bon. Il a l'idée, ce monsieur, de construire une machine, un radeau, voilà, fait de briques et de broc, vite fait, pour du moins délester le matériel, plutôt que de le jeter à la mer, délester la Méduse de matériel, de cordage, de barriques, de tout ce que vous voulez, qui pourrait, peut-être un temps soit peu, alléger le bateau. Donc on construit ce radeau que les gens de l'histoire, les naufragés vont appeler la machine d'ailleurs. Ils vont rarement l'appeler le radeau, ils l'appellent la machine. Et ce radeau, il fait 20 mètres sur 7. Vous imaginez une pièce de 140 mètres carrés. Qui est destinée, donc, ça il faut bien le noter, à recevoir du matériel. Rien d'autre. Le 4 juillet, la mer qui jusque-là était d'un calme à côté duquel le lac d'Annecy passerait pour un tableau de Turner, bah, la mer commence à s'agiter, le temps commence à changer. Il y a des vagues qui commencent à arriver. Et une, et deux, et trois. Et une, plus violente que les autres, s'abat sur la Méduse. Et là, on entend un craquement terrible. Et là, l'eau s'engouffre, le gouvernail est brisé, l'eau s'engouffre dans les cales de la Méduse. Et là, c'est la panique. Alors, on actionne les pompes. Oui, elle est équipée de pompes, la Méduse. Je vous ai dit qu'elle était moderne, hein. Mais rien n'y fait. Hein. Plus on pompe et plus l'eau rentre. Donc là, c'est la panique. Là, il faut vraiment évacuer. Elle est équipée, c'était sur la planche là, de cette Méduse, de 4 canots et d'une chaloupe qui peuvent contenir 230 personnes. Vous vous souvenez, ils sont entre 395 et 400. Ça rappelle ce qui se passera un peu 95 ans plus tard avec le Titanic, à cette différence quand même près que le commandant du Titanic a été un petit peu plus digne que celui de la Méduse. Je referme la parenthèse. Les canots ne peuvent contenir donc que 233 personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très vite, M. de Chaumaré, sa famille, le gouverneur, sa famille, en gros, tous les nobles qui se trouvaient sur ce bateau, sur le bateau, prennent place dans les canots et s'en vont. Enfin, commencent à s'en aller. On écoute un témoignage. À ce moment-là, 5 ou 6 matelots et soldats se précipitèrent de la frégate à la mer pour s'embarquer dans ce même canot où ils demandèrent à être accueillis au nom de l'humanité. Mais un inflexible aide de camp mit le sabre à la main et les repoussa, sachant que les canots sont à moitié pleins ou à moitié vides, un peu comme pour le Titanic. Ça va aussi beaucoup peser quand l'histoire sera connue du grand public. La majorité des passagers, ça aussi, ça va compter. La quasi-totalité des passagers sont des membres de l'aristocratie, sont des nobles. Ce détail aussi sera une circonstance aggravante pour la suite. Alors le 5 juillet au matin, on demande, sous la sympathique contrainte des fusils, à 150 personnes de prendre place sur le radeau qui, je vous rappelle, à la base, n'était destiné qu'à recevoir du matériel. Alors en gros, c'est 120 soldats, 15 matelots, 4 officiers, 8 civils, dont une femme, une cantinière, et les 2 témoins par qui nous connaissons cette histoire. Ces 2 témoins, c'est eux qui vont, quand je vais lire les témoignages, ce sont les leurs. C'est Alexandre Coréard, qui était cartographe, et Jean-Baptiste Savigny, qui était chirurgien.
Et on leur dit, écoutez, c'est pas compliqué, prenez place sur ce radeau, on va vous tracter, les deux des canaux vont vous tracter. On est à ce moment-là à 50 km de la côte mauritanienne. C'est-à-dire la zone du banc d'Argal. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la région d'Arcachon, il y a aussi un endroit à la région d'Arcachon qui s'appelle le banc d'Argal. Ça n'a rien à voir, c'est une homonymie. Là, on est là, je ne sais pas si de ce côté-là vous voyez, de la Mauritanie. Et vous voyez là, sur ce côté-là, vous ne pouvez pas le voir, mais je vous explique, il y a un côté un peu plus clair sur la carte, c'est du sable. C'est les fameux haubans sur lesquels la méduse s'échoue. Donc on est à 2 jours en fait de tractage. On leur dit, bah, écoutez, prenez quelques barriques de vin, quelques barriques de nourriture, de biscuits. Vous allez bien tenir 2 jours en mer. Bon, alors voilà, les cordages se mettent en place, le radeau est relié et au bout de 2 heures en mer, au bout de 2 heures de tractage, les amarres, les cordages qui reliaient le radeau au canot sont rompus. Pourquoi? Eh bien, on ne sait pas exactement. Un acte délibéré, un accident, enfin toujours est-il qu'aucun des canots ne fait mine de faire demi-tour pour aller récupérer le radeau. Et Alexandre Correr a un avis très tranché, si je veux dire, sur la question. C'est ici que nous eûmes besoin de toute notre fermeté qui cependant nous abandonna plus d'une fois. Nous crûmes réellement que nous étions sacrifiés et nous nous écriâmes que cet abandon était prémédité. Lui, il en est certain, ça a été fait exprès. Nous jurâmes tous de nous venger si nous avions le bonheur de gagner la côte. Et il n'est pas douteux que si le lendemain nous avions pu joindre ceux qui s'étaient enfuis dans les embarcations, un combat terrible ne se fût engagé entre eux et nous. Donc pour eux, c'est clair, ils ont été abandonnés. Donc à partir de cet instant, 149 hommes, une femme, sont abandonnés en pleine mer sur un radeau à la dérive, qui a une malheureuse voile dont on se demande à quoi elle a bien pu servir, qui n'a pas de rame, il n'y a aucun instrument de mesure. Un des soldats s'aperçoit qu'il a un petit compas dans sa poche, il le fait tomber à l'eau, oups, plus rien. Oui, Théophile. Donc, à partir de cet instant, la tragédie se transforme en enfer. Alors, je vais vous le montrer, ce radeau. Alors, vous pensez bien que l'original a disparu corps et biens, mais il se trouve qu'une équipe dirigée par le conservateur du musée, oui, je suis désolée, il y a peut-être des contre-jours, mais déplacez-vous peut-être pour... Encore une fois, je pourrais vous transmettre les planches, si vous le souhaitez. Une équipe dirigée par le conservateur du musée de la Marine à Rochefort a reconstitué à taille réelle le radeau, donc 20 mètres sur 7, vous voyez, de briques et de broc. Il a été fait à partir de mâtures, de madriers, de bois, tout le bois qu'on pouvait trouver sur la Méduse. Voilà à quoi il ressemble, avec quelques barriques d'eau, de vin, une barrique de biscuits, mais qui tombe très vite à la mer, qu'on récupère, qui est mélangée d'eau salée. Voilà. Mais la conception de ce radeau, donc elle est celle-là. Elle a été faite donc à partir du croquis d'un des rescapés. Et l'équipe sur place du musée de Rochefort, ils se sont amusés, enfin si j'ose dire. Voilà. Là, ils sont... Alors, je les ai comptés. J'ai essayé de les compter le plus précisément possible. Ils ne sont pas 150, là. Là, ils sont 125, 100... Ils ne sont pas 150. Et puis, surtout, ils sont au sec. Et puis, certains sont assis. Parce qu'au fur et à mesure où tous ces gens prennent place sur le radeau, mais le radeau s'enfonce dans l'eau. Donc, la plupart des passagers, si j'ose dire, a de l'eau jusqu'aux genoux, voire jusqu'à la taille. Donc, il est bien évident qu'il est impossible de s'asseoir, encore moins de s'allonger. 150 personnes sur un radeau de 140 mètres carrés, je ne suis pas très forte en calcul, mais ça fait quand même moins d'1 mètre carré par personne. Les rondins de bois sont mal joints avec le ressac. Si vous avez le malheur d'avoir une jambe ou un bras qui glisse, moindre ressac, vous avez les membres brisés. Et là, à partir de ce moment-là, c'est un sinistre jeu de chaises musicales qui va commencer.
La première nuit, 10 hommes sont emportés tout simplement par les vagues. Ah oui, il n'y a pas tellement de bastingage, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il faut avoir un sens de l'équilibre quand même assez développé, hein. La nuit suivante, une vingtaine, rendus fous de désespoir, se suicident, se jettent à l'eau, tout simplement. Les rondins de bois, je vous l'ai dit, coincent, voire brisent ou fracturent les membres de ceux qui glissent au travers. On ne peut pas se tenir autrement que debout, je vous l'ai dit. Le peu de biscuits et d'eau douce qui étaient à disposition sont mangés dès le premier jour. Le 6 juillet, une bagarre éclate pour des tonneaux de vin qui restent. Les meneurs sont sabrés et jetés à l'eau. Il y a quelques officiers. Alors, il n'y a pas d'instrument de mesure, mais il y a des sabres. Bon, c'est vrai qu'en mer, un sabre, c'est très utile. Alors, aucun outillage, aucun instrument de mesure, ça, je vous l'ai dit, c'est pas possible de pêcher. Pêcher avec quoi? On n'a rien. Alors, les crises de désespoir commencent à arriver, les crises de folie. Il ne faut pas oublier que le soleil cogne. Au dire même des rescapés, pendant tout le temps que va durer cette tragédie, il va y avoir un soleil de plomb. Il n'y a aucune tempête, un soleil de plomb qui cogne toute la journée, qui se réverbère en plus sur l'eau. Vous savez ce que ça peut donner. Le 7 juillet, une révolte éclate. Quand même une révolte, quand même sur un radeau. Bon, 63 hommes disparaissent dans les flots. Les crises de folie continuent, des hallucinations. Oui, parce qu'à force de prendre le soleil sur la tête, ça commence à poser des problèmes au niveau ce qu'on appelle, on est au-delà du coup de chaud, du coup de soleil, là, vous voyez. Et puis, 7-8 juillet, là, on arrive à un tableau ultime. Aux confins de l'horreur, il n'y a plus rien à manger. Et là, c'est Alexandre Coréard que je laisse vous raconter la suite. Les infortunés que la mort avait épargnés dans la nuit désastreuse que nous venons de décrire se précipitèrent sur les cadavres dont le radeau était couvert, les coupèrent en tranches, les dévorèrent à l'instant. Beaucoup néanmoins n'y touchèrent pas. Presque tous les officiers furent de ce nombre. Voyant que cette affreuse nourriture avait relevé les forces de ceux qui l'avaient employée, on proposa de la faire sécher pour la rendre un peu plus supportable aux bouches. Je suis désolée si vous sentez le terme. Ceux qui ont la force de s'en abstenir prirent une plus grande quantité de vin. Nous essayâmes de manger des baudriers de sabre, des gibernes. Nous parvinrent à en avaler de petits morceaux. Quelques-uns mangèrent du linge, d'autres des cuirs de chapeau, sur lesquels persistait un peu de graisse, ou plutôt de crasse. Un matelot tenta de manger des excréments, mais ne put y réussir. Voilà, ça se passe de commentaires. Alors, les historiens se sont étonnés que ces cas de... Merci Théophile, je sais pas, voilà. Que des cas d'anthropophagie, disons les choses comme appelons les choses par leur nom, surviennent aussi rapidement, j'ai envie de dire. Parce que si on peut rester... Alors, certes, ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer, cet enfer. Mais si on peut rester sans manger relativement longtemps, si on peut rester, sans boire un assez court moment, pas plus de 2 ou 3 jours, on peut en revanche rester sans manger quand même beaucoup plus longtemps. Et ces historiens ont mis l'hypothèse suivante, que je vous livre, que je trouve intéressante. C'est que parmi les soldats qui étaient là, qui ont franchi ce pas, certains étaient des vétérans, des anciens de la campagne de Russie, de cette terrible retraite de Russie, en 1812, 4 ans avant. C'est la terrible bataille de la Moskova, la Bérésina. Donc, et on sait que la retraite de Russie a été absolument épouvantable, pire encore que l'armée russe pour la Grande Armée, pour les armées de Napoléon. Et on sait très bien qu'une fois que les vivres ont manqué, on a mangé les chevaux. Bon. Et puis, quand il n'y a plus eu de chevaux, on sait très bien qu'ils se sont rabattus sur un autre genre de nourriture. Alors, certains avaient peut-être déjà franchi le pas. Le désespoir aidant, c'est une hypothèse. Mais je trouve cette hypothèse émise par les historiens assez intéressante. Sachant, j'ouvre une petite parenthèse, que dans le Code civil de 1810, l'anthropophagie n'est pas considérée comme un crime. Alors,
Le 8 juillet, ils ne sont plus que 27 sur le radeau. Chaise musicale continue. Et là, une terrible décision est prise. Une autre terrible décision est prise. Il est question de la gestion des réserves de vin. Et de nouveau, je vous laisse parler Alexandre Coréard. Nous n'étions plus donc que 27. Et de ce nombre, 15 seulement paraissaient pouvoir exister encore quelques jours. Tous les autres, couverts de larges blessures, oui, parce que plus de peau, hein, sur certains. Brûlures au 3e degré. Brûlures au 3e degré, arrosées en permanence d'eau salée. Vous imaginez le type de thalasso auquel ils ont eu droit. La raison, cependant, tous les autres couverts de larges blessures avaient presque entièrement perdu la raison. Cependant, ils n'avaient pas à redistribution et pouvaient, avant leur mort, consommer, disons-nous, 30 ou 40 bouteilles de vin, qui pour nous était un prix inestimable. Vous voyez la suite arriver. On décida que mettre les malades à demi-ration, c'était de toute façon leur donner la mort tout de suite. Après un conseil présidé par le plus affreux des espoirs, il fut décidé qu'on les jetterait à la mer. Là, on ne parle plus de morts qu'on jette à la mer. On parle de mourants, on parle de gens qui vous regardent dans les yeux au moment où vous faites ça. Ce moyen, quelque répugnant, quelque horrible qu'il nous parut à nous-mêmes, procurait aux survivants 6 jours de vin à 2 quarts par jour, et tout ça très calculé. Mais la décision prise, qui osera l'exécuter? L'habitude de voir la mort prête à fondre sur nous, la certitude de notre perte infaillible sans ce funeste expédient, avait endurci nos cœurs, devenus insensibles à tout autre sentiment que notre propre conservation. 3 matelots et un soldat se chargèrent de cette cruelle exécution. Nous détournâmes les yeux et nous versâmes des larmes de sang sur le sort de ces infortunés. Alors, parmi ces malheureux, il y a une malheureuse. Il y a donc la fameuse cantinière, la seule femme qui était présente sur ce radeau. Une cantinière qui avait donc suivi les armées de Napoléon durant les campagnes. Dernier témoignage la concernant. Cette femme avait eu la cuisse cassée entre les charpentes du radeau. Cette femme, cette Française, à qui des militaires, des Français donnaient la mer pour tombeau, s'était associée pendant 20 ans aux glorieuses fatigues de nos armées. Pendant 20 ans, elle avait porté aux braves sur les champs de bataille de nécessaires secours. Et elle, 3 points de suspension. Lecteurs qui frémissaient au cri d'humanité outragée, rappelez-vous que c'était d'autres hommes, des compatriotes, des camarades qui nous avaient mis dans cette affreuse situation. On sent que Coréard, bon, il y a de quoi en même temps. Hein. Alors, je l'ai dit, durant toutes ces interminables journées, et on va arriver au moment où ils sont récupérés, certains n'ont quasiment plus de peau sur toute une partie du corps, ils sont à moitié fous, de soif, de faim, de désespoir, de soleil qui tape. Et le 17 juillet, ils ne sont plus que 15. Alors ils se réfugient sous la voile, vous voyez, une voile, une malheureuse voile, qui n'a pas dû servir à grand chose. Ils sont plus que 15, ils se réfugient un peu à l'ombre de cette voile. Ah ben, pas de chance. C'est justement à ce moment-là, qu'à l'horizon, on voit poindre une toute petite voile. C'est l'Argus. L'Argus qui était arrivé comme tous les 3 autres, d'ailleurs, à bon port au Sénégal. Et au bout de quelques jours, ils se disent, non là, il s'est passé quelque chose. On ne voit pas arriver la Méduse, il s'est forcément passé quelque chose. N'oublions pas qu'ils ont été abandonnés au moment où la Méduse a foncé sur le banc d'Arguin. Eux, ils ont continué, parce qu'il y avait des marins aguerris sur les bateaux, ils ont continué un chemin qui les a amenés à bon port. Donc, quand même, on envoie l'Argus voir ce qu'ils peuvent récupérer, voir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à la Méduse. Et c'est un des rescapés qui, à un moment, en bougeant, en se levant, voit de loin cette voile. Alors, ils se mettent à faire des grands gestes. Vous vous souvenez du tableau, hein. Ils se mettent à faire des grands gestes, à alerter l'Argus qui disparaît, désespoir, qui réapparaît, espoir. Donc, finalement, l'Argus les voit, s'approche d'eux, et les récupère. Ils sont 15. Ils vont arriver à l'hôpital Saint-Louis du Sénégal, au Sénégal, Saint-Louis. 5 vont mourir sur place, donc il n'y en a plus que 10. Petit détail, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait récupéré les comptoirs, enfin que la France allait récupérer les comptoirs coloniaux du Sénégal aux Anglais. Mais il y a encore quelques Anglais sur place, l'administration est en train de se mettre en place.
Et j'aime autant vous dire que l'arrivée de Français en territoire, en gros, géré par des Anglais, qui ne sont pas bien reçus. Parce que là, on n'est pas encore du tout au moment de l'entente cordiale. Hein. Pas du tout, on en est encore loin. On n'est plus sous la guerre de 100 ans, mais on n'est pas encore sous Édouard VII. Hein. Donc, ils sont soignés par un médecin qui les soigne mal, tout simplement parce qu'ils sont français. Ça, je referme la parenthèse. Mais, disent quand même survivent, dont nos deux témoins. Alors, en septembre, on est en juillet, en septembre, l'un des trois bateaux de l'escouade revient en France, à Brest, avec à son bord un des rescapés, qui commence à raconter ce qui s'est passé, quand même. Donc le ministère de la Marine est averti par télégraphe, hein, merci Monsieur Chape, il y a déjà le télégraphe à l'époque, averti de ce qui s'est passé. On ne sait pas dans les détails. Et le 8 septembre, un article dans le journal des débats annonce au lecteur, annonce que il y a eu la perte d'un, il y a eu un naufrage, il y a eu la perte d'un navire et qu'il y a de nombreux passagers morts. Donc l'opinion commence déjà à être choquée. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on commence à s'interroger quand même. Et en novembre-décembre 1816, une commission siège à Rochefort, c'était parti de là-bas, enfin de l'île d'Aix, mais là-bas, qui commence à interroger les officiers qui étaient sur la Méduse, qui eux étaient dans les canaux, ils sont arrivés à bon port, eux, hein. Ils sont revenus en France ensuite. On commence à les interroger. Chaumarez, il n'est pas encore rentré, lui. Il rentre en décembre, Chaumarez. Curieuse ironie du sort, apparemment, il rentre sur le même bateau que Coréard. L'histoire ne dit pas s'ils se sont croisés, il valait peut-être mieux pas. À son arrivée, il est immédiatement consigné, mis aux arrêts, et il passera devant le Conseil de guerre en janvier 1817. Alors je vous rappelle, hein, incompétence manifeste, ivresse, on va dire, pendant le service, abandon de navires étant parti en premier, refus d'accueillir des matelots sur le canot, le gars, il risque le peloton d'exécution, hein, c'est clair. Eh bien, Monsieur de Chaumarez est condamné à être rayé de la liste des officiers de marine. Oh bah oui, quand même. Oh bah oui, oui. Et à 3 ans de prison. Bon. Fin 1817, paraît dans la presse la première édition du témoignage de Coréard et Savigny. Énorme succès de librairie, on dirait aujourd'hui, mais alors, et là, les remous politiques vont commencer. Et on va voir qu'une tragédie humaine donnait lieu à cette époque, heureusement ça ne se passe plus du tout comme ça aujourd'hui, à des règlements de compte politiques. Alors cet événement, le fait qu'il soit connu, c'est une énorme source d'embarras pour la monarchie. Pourquoi? Parce qu'il est de notoriété publique que Chaumarez a été nommé parce qu'il était un proche de Louis XVIII. Et ça fait désordre. Ce qui fait désordre, c'est qu'on s'aperçoit en plus que les officiers qui sont revenus ont omis de s'étendre sur certains détails. Et puis les horreurs de ce naufrage sont notamment également connues de l'opinion publique grâce à une indiscrétion totalement volontaire, hein, du ministre de la Police, qui était en bisbille avec le ministre de la Marine, et qui laisse fuiter des détails dans la presse. Le ministre de la Marine est évidemment limogé. Et ce qui mène évidemment à une bataille politique entre les courants du moment. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les doctrinaires, ceux qui s'accommodaient de la charte de Louis XVIII. Il y avait les ultras, c'est-à-dire ceux qui étaient, au dire même de Louis XVIII, plus royalistes que le roi, à la tête duquel son frère. Et puis les libéraux, qui commencent à être de plus en plus nombreux. Donc l'opposition, il y a des bonapartistes, il y a de la bourgeoisie d'affaires, et tout ça commence à faire des remous politiques, et puis toute l'Europe se gausse de la France, parce qu'évidemment, de l'incompétence d'un gars, on fait l'incompétence de l'entièreté de la marine française. Donc l'Europe entière montre la France du doigt en se payant notre tête, faut dire les choses. Et on n'avait pas besoin de ça déjà sur le moment. Alors, ce drame humain donc donne lieu, comme je vous l'ai dit, à de gros règlements de compte politiques. Et puis dans le même temps, il y a un jeune homme
qui a 25 ans, qui revient d'Italie, où il est allé à Florence admirer les œuvres de Michel-Ange. Il s'appelle Théodore, il se prénomme Théodore, vous me voyez venir. C'est un peintre au talent confirmé, mais qui est en mal de notoriété. Lui, ce qu'il veut, c'est que sa peinture soit connue, soit reconnue. Ce qu'il veut, c'est accéder à la célébrité. Et il entend parler de ce drame. Il se dit, oh là, je tiens quelque chose, il faut absolument que je fasse un tableau avec cette histoire. Là, je tiens quelque chose. Donc, il va se débrouiller pour prendre contact avec des rescapés, notamment Coréard et Savigny, et il se prend de passion pour cette histoire. Ce jeune peintre, vous l'avez deviné, hein, qui a pour prénom Théodore et qui a pour nom Géricault, qui va prendre un atelier à Neuilly, qui va s'enfermer dans cet atelier pendant des mois, et qui va commencer à esquisser, à faire des croquis, à peindre. Il va faire poser d'ailleurs Coréard et Savigny sur son tableau, tout comme son ami Delacroix d'ailleurs. Et alors il va pousser la conscience professionnelle très loin, Géricault. Il habite, enfin son atelier est à Neuilly, donc pas loin de l'hôpital Beaujon. Il va s'inspirer, il va aller regarder, observer le visage des mourants, des malades mourants, pour en croquer, si j'ose dire, vu ce que je viens de vous dire, pour en dessiner les derniers instants, pour en fixer les expressions. Et puis il va aller encore plus loin. Il va, avec l'aide d'un médecin sur place, subtiliser, on va dire emprunter, allez, des membres humains qu'il va entreposer dans son atelier. Ça devait être sympa d'aller passer les soirées chez Géricault. Enfin, il va emprunter une tête humaine, des membres humains, voyez, il va en faire des esquisses, tout simplement pour en observer, quand je vous dis qu'il a poussé la conscience professionnelle très loin, pour en observer le processus de décomposition, les couleurs, etc. Et puis il se dit, il commence à faire une esquisse, et qu'est-ce qu'il va peindre? Il va peindre les scènes, vous voyez, c'est ici. On le trouve, hein, les esquisses, il ne les a pas à brûler. Il va commencer à vouloir peindre les scènes les plus atroces de ce drame, c'est-à-dire les scènes d'anthropophagie. Il se dit, oula, alors moi mon objectif c'est d'être exposé, c'est d'être connu, c'est d'être reconnu, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc il va abandonner l'idée de représenter ces scènes, et le résultat, voilà, on le connaît, c'est ce tableau. Alors je ne sais pas si vous, alors là vraiment, là vous, je pense pas que vous le verrez. Il choisit donc de représenter le moment ultime, le moment où je dirais peut-être improprement le suspense est à son acmé, à son point culminant, le moment où les naufragés voient l'Argus. Alors l'Argus, là il faut vraiment avoir là, il est là. Les voiles de l'Argus, il les a représentés, mais il faut vraiment le savoir. Donc il décide de représenter cette scène ultime. Donc le moment où l'intensité dramatique est la plus élevée. Alors c'est un tableau qui fait donc 5 mètres sur 7, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà au Louvre. Quand je le vois maintenant, moi je ne le regarde plus tout à fait de la même façon, je vous avoue. Et il est présenté au Salon du Louvre de 1819. Alors, on reconnaît la maîtrise technique du peintre, ça, il n'y a pas de problème, mais en revanche, au niveau réception, ça, c'est pas du tout la même chose. En fait, les gens sont choqués. Ils sont choqués en voyant ce tableau. Ils sont choqués parce qu'à ce moment-là, le classicisme du moment, là, on est au début. Je vais pas vous faire un cours d'histoire de l'art, c'est pas du tout l'objet. Mais on va commencer sur la vague du romantisme. On était précédemment dans un classicisme qui fait que les tableaux représentaient des scènes plutôt glorieuses, des personnages mythiques ou des personnages glorieux. Là, qu'est-ce qu'on voit? Des pauvres gars totalement décharnés, mourant à moitié dans une scène de désespoir total. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Et ça choque. On n'aime pas tellement. Et puis on n'aime pas tellement, pourquoi? Parce que Géricault, lui, ce qu'il voulait, je vous l'ai dit, hein, c'est accéder à la célébrité, à la notoriété. Hein. Il n'a pas de visée véritablement politique au départ. Sauf que, quand même, certains vont y voir, et peut-être lui d'ailleurs, mais regardez, qui est en haut là, de la pyramide? Je vous dis, on est en plein remous politique en France à l'époque, on est en pleine transition politique à différents niveaux, mais qui est en haut? C'est cet homme qui fait signe. Ben, c'est un noir, c'est un Africain.
Or, il y a une question qui est loin d'être réglée à ce moment-là en France. C'est la question de l'esclavage. La Convention en 1794 avait aboli l'esclavage. Napoléon l'a remis au goût du jour, si j'ose dire, en 1802. La première restauration, et Napoléon, pendant les 100 jours d'ailleurs, avait aboli la traite négrière, mais attention, subtilité, si on peut parler de subtilité en parlant d'une telle horreur. C'est la traite négrière qui est abolie, pas l'esclavage. C'est-à-dire que si on n'a plus le droit d'acheter et de vendre des êtres humains, en revanche, les colons dans les comptoirs africains coloniaux qui possèdent des esclaves ont le droit de les garder. Bah oui, parce qu'on est en train de réorganiser le comptoir colonial, c'est pas le moment de mécontenter les colons. Donc, on peut y voir aussi un symbole à ce niveau-là. Alors évidemment, ce tableau, certains y voient le symbole de la décadence, de l'échec total de la monarchie, de la Restauration, sachant qu'il y a eu entre-temps des élections et que les ultra-royalistes n'ont plus la majorité. Faut jamais oublier l'aspect politique pendant ce temps. Alors, qu'est-ce qu'on y voit dans ce tableau? L'indifférence des élites face aux tragédies humaines, la persistance des inégalités raciales. Ça sera réglé qu'en 1848 avec Victor Schœlcher, pardon. Et puis en général, je vous l'ai dit, l'échec de la Restauration, l'historien Michelet, célèbre historien du 19e siècle, verra dans ce tableau une allégorie du naufrage de la France de Louis XVIII. On peut y voir aussi tout simplement le symbole de l'universalité de la souffrance humaine, quelle que soit la condition, quelle que soit la couleur. Enfin, la condition, il n'y avait pas de nobles sur le radeau. Ça a aussi été un élément aggravant pour ce qui est des remous politiques. Alors, voilà ce que je souhaitais vous raconter de cette tragédie. C'est les témoignages des deux. Alors oui, vous dire quand même ce que sont devenus certains protagonistes. Alors, Monsieur de Chaumareix. Alors, Monsieur de Chaumareix, écoutez, il sort de prison en 1820. Il se retire dans son château, dans le Limousin. Il tentera vainement de se faire réhabiliter. Il doute de rien, Monsieur de Chaumareix. Et de récupérer ses décorations. Il doute vraiment de rien, Monsieur de Chaumareix. Il meurt à 78 ans. Son fils, en revanche, se suicidera de honte. De la honte que son père a fait tomber sur le nom de sa famille. Alors, je suis désolée, le deuxième portrait, j'ai essayé de l'éclaircir un peu, mais c'est un détail du tableau. Là, on a l'aide-chirurgien Jean-Baptiste Savigny. Il quitte la marine, oui, on ne peut pas lui en vouloir. Il s'établit comme médecin, il deviendra maire de Soubise, il mourra à 49 ans en 1843. Et puis Jean-Baptiste Corréard. Corréard et Savigny sont les deux qui sont le plus près du mât sur le tableau, je pourrais vous le montrer après si vous voulez. S'installe comme libraire au Palais Royal. C'est vrai qu'il a écrit qu'un seul bouquin, mais il a eu du succès. Alors là, on ne peut pas dire le contraire. Il édite de nombreux pamphlets, anti-royalistes, est-il utile de le préciser, qui lui vaudront des ennuis judiciaires. Il participe à diverses conspirations républicaines. Il dressera des plans pour la gare d'Austerlitz, figurez-vous. Il se présente sans succès aux élections de 1848. Il se retire à Avon, près de Fontainebleau, où il meurt en 1857 à l'âge de 68 ans. Voilà ce que je souhaitais vous raconter de cette histoire. Peut-être que comme moi, vous ne regarderez plus ce fabuleux tableau de la même façon. Je vous remercie pour votre attention.